Bienvenue dans M&A Insider. Je suis Valentin Freudenreich et je vous propose le podcast qui dévoile les coulisses de la cession d'entreprise. Ici, pas de détour. On parle stratégie, secrets bien gardés et erreurs à éviter. Que vous soyez banquier d'affaires, investisseur en private equity ou dirigeant, chaque épisode vous apporte des insights concrets. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille en M&A et j'ai toujours été frustré par le manque de contenu partagé. Avec M&A Insider, nous allons progresser et enrichir ensemble ce domaine. C'est parti. Et bien c'est parti, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast avec cette fois le thème du roadshow. Dis-moi comment tu as planifié ton roadshow et je te dirai combien vaut ton entreprise. J'aime bien cette phrase parce que c'est une des questions, combien vaut mon entreprise, qu'on me pose quasiment à tous les échanges, les calls, les visios que j'ai avec des dirigeants. Et je pourrais y répondre avec une approche chiffrée. Quand on parle de valorisation, on pense beaucoup aux chiffres, justement, aux projections financières, aux marges. Mais ce qui fait la réalité la meilleure réponse à cette question, c'est avant tout ce qu'un acquéreur sera prêt à payer pour la société. Et cette valeur, elle se crée pas avec les chiffres, elle se crée avec le roadshow, avec le process qu'on met en place. Et dans le process, il y a souvent 3 phases, et la phase 2, c'est le roadshow. C'est ce qui permet la rencontre entre les cédants et les acquéreurs. Et ça façonne la manière dont votre entreprise va être perçue. Voilà, je rentre dans le vif du sujet, mais pour dire qu'aujourd'hui, ça va être un thème peut-être plus technique sur le M&A. Les meilleures stratégies pour planifier et mener son roadshow. Pour moi, ça peut être intéressant aussi pour d'autres entrepreneurs dans le service, parce que ça touche aussi à comment préparer une stratégie commerciale. Parce que finalement, quand on va voir des acquéreurs, ça peut être comme si on allait voir des prospects. Et de même pour les plus jeunes d'entre vous sur comment on peut mener son propre roadshow quand on veut être recruté quelque part. Donc on peut y voir des similitudes. Mais en tout cas, ça va être très centré sur un process M&A et les meilleures stratégies pour mener ce process. Et on ne va pas rester en surface sur la stratégie. L'idée, là, c'est aussi de donner des techniques concrètes et des étapes, les étapes clés. Le roadshow, c'est vraiment pas une formalité. C'est l'opportunité de capter l'intérêt du marché, de marquer l'esprit de ses investisseurs, de ses acquéreurs, et surtout d'essayer d'influencer à la hausse leur perception de valeur de votre société. Et il faut penser donc à chaque interaction pour l'optimiser. Et ainsi améliorer la compétitivité de votre société. On est vraiment sur un peu une petite danse stratégique entre transparence au moment des échanges, mais surtout anticiper ces échanges. Et puis le roadshow, c'est pas simplement organiser des réunions, y aller et voir après ce qu'il en sort. L'idée, c'est donc d'explorer ensemble comment préparer et réussir son roadshow en couvrant les différents détails, le storytelling, les aspects techniques de la présentation. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet avec toutes les petites notes que j'ai prises pour détailler toutes les étapes pour optimiser ce roadshow. Donc la première, c'est créer un storytelling clair et engageant. Aller au-delà des chiffres de la structure. Il faut intégrer une histoire qui montre l'évolution et la vision de l'entreprise. C'est finalement soit le fil rouge du pitch, soit aussi les 5 premières minutes pour attirer l'attention de ses interlocuteurs. Je dis ça, c'est vraiment important. Il faut s'imaginer qu'un investisseur, un responsable M&A dans le cadre d'une acquisition, il en voit passer et il participe à une multitude de pitchs. Et lui-même, c'est peut-être son 3e pitch de la journée,
peut être un peu distrait au début si ça part de manière assez molle et qu'il n'est pas pris dans une histoire. Donc c'est important de revoir les éléments de votre histoire d'entreprise qui sortent de l'ordinaire pour attirer l'attention directement des contreparties. C'est la petite anecdote qui fait sourire et qui aura tendance à être retenue par la contrepartie. Je pense à un exemple sur une société industrielle. Notre dirigeant, qui maintenant dirigeait une belle société avec plus d'une centaine de personnes, avait repris l'entreprise quand elle avait 7-8 personnes. Et c'était le dirigeant historique qui lui avait transmis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il travaillait dans l'entreprise d'en face. Et il disait toujours, en fait, on se connaissait pas, mais on se voyait le dimanche. Parce que moi, j'étais le gars qui allait à l'usine le dimanche pour travailler, retoucher les machines, vérifier la production. Et lui aussi dans son entreprise. Et donc forcément, quand il y a deux personnes qui sont là le jour où personne ne s'y attend, et au fur et à mesure, ça crée des liens. Et il n'y avait pas forcément besoin de passer l'entretien ou autre. Ça crée de la confiance. Et donc l'ex-dirigeant avait voulu transmettre la société à notre client. Et la manière dont il le romançait, on s'imaginait le dimanche, on s'imaginait les deux sociétés industrielles en région, l'une en face de l'autre, des regards et au fur et à mesure un certain respect aussi qui se crée à ce moment-là. Un autre point, c'est, et ça fait en fait finalement juste le lien de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut vraiment utiliser des cas pratiques et des anecdotes pour illustrer tout ce qu'on veut dire sur les points forts ou l'équipe. Encore une fois, c'est ce qui marque et c'est ce qu'on retient. Donc il ne faut pas des exemples juste pour ça. Il faut se dire, voilà, si je voudrais qu'ils retiennent cet élément majeur. Là, si je reprends l'exemple, c'est la passion du métier. C'est le travail bien fait et le fait que dans des métiers de production, il y a un jeu où les lignes de production doivent tourner le maximum sans arrêt pour optimiser la rentabilité, qui est souvent assez légère dans ces métiers-là. Et donc, chaque point de marge est important. Et ça se démontrait, en plus, après, ça se démontrait dans les chiffres. Il surperformait largement son marché. Un autre point, c'est de préparer et de présenter de manière assez transparente les axes de progression. Pourquoi ? Parce qu'il faut montrer aux investisseurs et aux acquéreurs les potentiels justement de croissance et de synergie. Il faut qu'ils sentent, un acquéreur ou une contrepartie, il faut qu'ils sentent qu'il fait une bonne affaire. Qu'il n'achète pas une société qui est suroptimisée et en fait au bout de son chemin. Et donc, ça, pour que ça soit bien perçu, il faut les identifier en amont, savoir comment on va présenter, comment on va tendre un peu la perche à nos interlocuteurs. Il faut aussi ne pas être trop vendeur sur le potentiel de croissance. Être capable de le défendre pour justement, encore une fois, inciter les contreparties à entrevoir d'elles-mêmes le potentiel et peut-être se dire, le business plan, on peut faire mieux pour les attirer et crédibiliser aussi notre démarche. Ça, c'est un autre petit exemple. Il ne faut pas oublier que dans le cadre d'une session, on va très certainement avoir des earn-out, donc c'est des compléments de prix, des prix payés plus tard en fonction de l'atteinte de certains objectifs, en fonction de la performance. Et si on a communiqué un BP, très certainement, on va négocier les earn-out autour de ce BP et autour de ce qu'on a vendu. Et ça sera très dur de se dire après, non, moi j'y crois pas du tout, je vais pas mettre mon complément de prix sur cette atteinte d'un chiffre d'affaires ou d'une rentabilité que j'aurais communiqué, mais en fait auquel je n'y crois pas. Donc ça va créer de la friction dans les dernières étapes du processus. Un autre point de préparation, c'est d'avoir toute cette liste d'objections, les anticiper et préparer une réponse. Un autre élément de préparation, c'est un support assez léger, sans beaucoup de texte, pour structurer l'échange et toujours revenir sur les éléments qu'on aura préparés, les points forts, les axes de progression. Et ça viendra organiser l'échange, mais en suivant les règles en fait, que maintenant je pense qu'on connaît bien,
le fait qu'il y ait peu de texte, pas plus d'une grosse idée par slide et 3 sous-idées. Donc structurer la slide, des slides de cette manière-là, mais pour, encore une fois, surtout éviter que les interlocuteurs regardent l'image et lisent les textes. Il faut qu'ils l'écoutent, il faut que ce soit avant tout un échange et donc une discussion avec de l'écoute. Là, c'est après un autre sujet, quand on est sur une société où il y a plusieurs dirigeants, il faut prévoir et que chacun doit avoir son rôle précis. Et il doit n'y en avoir qu'un qui dirige la présentation. Les autres devraient intervenir comme des experts sur des sujets bien, choisis dans le pitch. Ça, c'est vraiment la meilleure pratique de ce qu'on a vu. Et ça doit être prévu en avance, sinon certains se marchent dessus, se contredisent un peu parce que chacun a une autre vision un peu de l'histoire. Être plusieurs, ça peut vraiment être un point fort. On voit que ça change le rythme. Mais ça peut être un gros piège si les rôles n'ont pas été clairement définis et acceptés aussi par tous. Avant de passer au prochain point, je vais prendre la fameuse petite gorgée d'eau, parce qu'en fait, parler tout seul, comme ça, face à un micro, ça donne soif. Il faut que j'essaie de rester concentré aussi. C'est pas si facile de parler tout seul. Hein. C'est un exercice assez rigolo. D'ailleurs, je vais sortir des formats aussi interview pour avoir le point de vue d'autres experts du M&A ou du private equity. Enfin, on en revient à l'aspect roadshow. Là, on est toujours sur la phase de préparation avant de vraiment rencontrer nos contreparties. L'autre point, et ça on le voit beaucoup depuis le Covid et donc la multiplication des visios, c'est travailler les aspects techniques du setup pour les visios. Avoir un bon micro. Parfois, en fait, moi j'ai le souvenir de management press où il y a du bruit derrière, on entend à peine. En fait, au bout de 5 minutes, on en a marre de l'écouter, d'écouter les personnes. Ou en tout cas, celui qui a pas un bon setup technique, ça devient insupportable. Donc si on veut que l'échange dure, s'approfondisse, c'est très important déjà d'avoir un bon micro et un setup vidéo de qualité. Déjà les choses basiques, un peu un angle. J'y pense souvent parce que parfois certains ont 2 écrans et donc si la caméra est sur l'ordinateur qui est à gauche ou à droite et qu'on a l'habitude de regarder, on a un autre écran où on regarde en face, en fait on a l'impression que toute la réunion, la personne, elle parle sans regarder parce que sa tête est tournée vu que sa caméra est de côté. Et ça, il faut imaginer en vrai. Vous êtes face à quelqu'un et en fait ce quelqu'un il se tourne et il parle à gauche de vous. Ça va faire vraiment bizarre. Et pour moi, ça rend le même, ça donne la même impression. Donc il faut travailler ça, travailler peut-être son éclairage et son angle aussi de la caméra pour donner un aspect professionnel ou un aspect qui se rapproche le plus possible de l'échange physique. Ensuite, quand tout ça est prêt, le gros conseil, c'est de réaliser au moins 2 pitchs blancs avec sa banque d'affaires par exemple, un avec l'équipe qui a travaillé le sujet, donc des personnes qui connaissent parfaitement le dossier, puis un autre avec d'autres membres de l'équipe, par exemple, de cette banque d'affaires, qui ne connaissent pas la société, et qui vont là vraiment écouter le sujet pour la première fois. Donc ça va avoir une somme de feedback assez complémentaire et qui permettra de se lancer dans le roadshow. Ensuite, donc avant les réunions, il faut aussi contacter bien sûr toutes les contreparties qu'on aura identifiées. Et pour ça, il faut avoir une stratégie d'approche bien spécifique par contrepartie. Alors dans la réalité, c'est pas par contrepartie, mais plutôt par groupe de contreparties. Dans une mission de session, par exemple, on va identifier 6-7 groupes d'acquéreurs potentiels qui ont le même métier ou les mêmes caractéristiques, et on va les approcher avec cet angle qu'on aura identifié pour l'opération. C'est important d'expliquer à la personne qu'on contacte pourquoi nous, on pense qu'il est pertinent de leur présenter l'opération. Parfois, on tombe à côté, mais ça crée de la discussion et ça montre aussi le sérieux de l'approche et le côté personnalisé, au maximum en tout cas, de ces prises de contact. Il faut aussi bien séquencer les approches, les documents qu'on va transmettre et le fait qu'ils soient anonymes au début ou ensuite non. Mais voilà, pour gérer la confidentialité et la transparence progressive. Parce que c'est important, surtout pour nos clients, pour des dirigeants. C'est là, ne pas
transmettre trop d'informations quand c'est inutile. Donc au début, il faut vérifier avec très peu d'informations pour que des informations stratégiques sur sa boîte ne tournent pas dans la nature. Et ça, on l'avait vu avec une opération. C'était vraiment le cheval de bataille d'un des dirigeants qui souhaitait pas que ça vienne polluer ses relations peut-être avec ses clients, avec ses fournisseurs et même avec son équipe. Et donc on avait comme mission de gérer la confidentialité au maximum. Il ne fallait pas que ça sorte. Donc on a réussi, mais ça demande le conseil, c'est de séquencer énormément les documents qu'on transmet. Faire signer bien sûr un accord de confidentialité, mais ça ne suffit pas. C'est avant tout de passer du temps lors des premières phases de contact pour identifier les contreparties qui sont véritablement intéressées, leur demander des informations sur elles, sur leur société, pour vérifier qui sont les acquéreurs les plus sérieux, ou les investisseurs les plus sérieux, enfin là dans notre cas plutôt les acquéreurs les plus sérieux pour cette acquisition. S'ils sont prêts aussi à transmettre, à faire du donnant-donnant sur les informations, on peut considérer qu'ils sont véritablement intéressés et qu'ils ne sont pas là simplement pour faire du tourisme industriel. Notre stratégie, c'est dans les premières étapes, c'est aussi d'épuiser ces contreparties en se disant que si c'est juste pour choper des infos, au bout d'un moment, elles vont laisser tomber. Ensuite, il faut aussi préparer un calendrier et une lettre de processus à transmettre aux contreparties, incluant d'ailleurs aussi une date pour la remise des lettres d'intention, les LOI, qui est un peu la dernière étape plutôt de cette phase 2 du processus. C'est important de maîtriser le calendrier, de créer du momentum aussi, pour faire en sorte, encore une fois, que les contreparties véritablement intéressées mettent le sujet en haut de leur pile en termes de bande passante, pour avoir toutes les réponses au même moment, être capable ainsi de les négocier en ayant une vue objective sur ce qu'on peut avoir du marché. Voilà, maintenant on a contacté ces contreparties, on sait qui est intéressé et on va organiser ce qu'on appelle des management press, des rencontres entre les acquéreurs ou les investisseurs et le management, nos clients. Et pour ça, c'est très important de préparer très très sérieusement chaque pitch pour savoir précisément pourquoi la contrepartie est intéressée par le process et par la rencontre avec notre client. Et surtout, quel élément elle doit connaître pour confirmer ou non son intérêt. Pour qu'on puisse préparer le pitch et le réaliser en levant les objections qu'elle a, elle, spécifiquement. En plus de celles qu'on aura anticipées, là, c'est les objections spécifiques à cette contrepartie. Et ça, c'est assez dur à avoir, en fait. Ça paraît assez simple, mais nous, on le voit. Au début, les acquéreurs vont rester flous. Et donc, il faut pousser pour avoir les bonnes réponses et comprendre qui va décider chez eux, quel est leur processus, et en fonction de qui va décider, quels sont ses intérêts et où est-ce que ça pourrait bloquer. Ensuite, c'est de pousser pour faire des rencontres physiques. Alors ça, on se balade beaucoup en France, on va voir les dirigeants, on va voir nos clients qui sont principalement en région, ça c'est une spécificité aussi. D'avoir fait sur la vingtaine, peut-être maintenant 25 opérations, de l'avoir fait principalement en région. Et donc de même, pour nos management press, on essaye de faire au maximum des rencontres physiques, quitte à faire moins de rendez-vous, de mieux les qualifier, mais ça amène une qualité qui est incomparable par rapport aux visio. Donc avec les contreparties clés, mon conseil c'est d'organiser des rencontres en physique. Vous verrez la différence et vous verrez la différence sur le taux de transformation après en réception des lettres d'intention. Un autre conseil pour ce début de management press, c'est organiser les 3 premiers pitchs avec des contreparties plutôt tiers 2. Donc pas les plus clés ou pas celles qu'on a ciblées qui ont le plus de chances d'être intéressées et de faire les meilleures offres, pour prendre en compte un peu la période d'ajustement et affiner la présentation. On l'a vu, ça a d'expérience dans tous nos process. Il nous faut 2-3 réunions avant que le dirigeant, notre client, soit prêt, connaisse le pitch, connaisse les objections, les anticipe, améliore son storytelling. Et voilà, les pitchs blancs qu'on a pu réaliser ensemble, plus les 3 premiers pitchs en situation réelle, là après on est sur le meilleur niveau possible. Ensuite, c'est de bien prendre en note ce qui s'est passé dans la réunion pour faire une synthèse des feedbacks après chaque présentation, pour justement ajuster les interventions, intégrer les réponses aux questions récurrentes et sentir ce qui fonctionne bien, quand
quand nous on est là en tant que conseil, on peut voir quand les acquéreurs, les investisseurs sont attirés par la discussion, réagissent bien, pour qu'on axe davantage là-dessus. Et d'ailleurs, dans la continuité, il faut préparer une présentation Q&A avec toutes les questions qu'ont posées les acquéreurs au cours des différentes réunions pour alimenter cette présentation. Et ainsi, en fait, on peut se dire, il y a un acquéreur qui a posé une question, ça peut intéresser d'ailleurs un autre acquéreur, ou en tout cas des membres de l'équipe d'un autre acquéreur, qui n'aurait pas posé cette question. Et on le voit souvent, il ne faut pas oublier qu'une offre, ça doit souvent être validé dans un comité. Et un membre de comité peut poser une question alors que le responsable M&A, par exemple, de l'acquéreur, n'avait pas posé, il n'y avait peut-être pas pensé. Et là, s'il a un fichier Q&A et que la question est dedans, ça va lui faciliter la vie, l'aider, et ainsi faciliter l'accord du comité pour qu'on ait, nous, cette offre et qu'elle soit la plus solide possible. Donc ça, c'est important. Et dans le même temps où on envoie cette présentation Q&A à jour, c'est d'avoir préparé et d'envoyer régulièrement un news flow positif. Donc là, c'est des informations sur la société, sur ses réussites commerciales, ses réussites marketing. Tout ce flux de nouvelles en se disant qu'il ne faut pas oublier qu'un process de session, c'est long. Ça prend 9 mois, 1 an en général. Et même la partie roadshow, elle prend plusieurs mois. Et donc, entre les premiers contacts qu'on a avec des acquéreurs et là où on va arriver, c'est-à-dire la dernière version d'une LOI bien négociée, il se passe du temps et il se passe des choses aussi dans la société en sous-jacente. Et ainsi, alimenter les acquéreurs avec un flux de nouvelles positives, ça viendra justement améliorer cette sensation de momentum qu'on mettra en place. Un autre point, c'est de montrer énormément de réactivité. Et une fois qu'on a fait cette réunion avec l'acquéreur, souvent, ils vont nous poser d'autres questions. On a la présentation Q&A, comme je disais, mais il faut aussi préparer une data room light avec une quinzaine, vingtaine, 25 documents plus précis sur une multitude de sujets, de la finance, du RH, etc., pour pouvoir être très réactif auprès des demandes des acquéreurs et ainsi leur ouvrir aux plus intéressés, à ceux qui auront confirmé leur intérêt, justement, davantage d'informations pour qu'ils puissent construire leur LOI. Et ainsi, très rapidement leur renvoyer la balle, pour être après capable de mettre la pression et leur dire maintenant vous allez envoyer une lettre de processus, on attend les LOI pour cette date, on vous a ouvert assez d'informations, c'est le moment de nous remettre votre meilleure offre. Et ça, on le voit, parfois on est en première phase d'un processus, on est encore loin des discussions avec les acquéreurs, certains dirigeants veulent aller rapidement vers ces phases-là, les phases de réalité, on va se confronter au marché. Et donc nous, quand on arrive avec un peu notre liste de requêtes, notre liste de courses, avec tous les documents nécessaires, on a tendance à dire « Ah non, celui-là, je ne l'ai pas encore, je vais pas l'avoir ». Mais c'est du temps gagné en début de processus et on en reçoit un peu les avantages, les gains à ce moment-là, qu'on peut être très réactif et ainsi ne pas créer de friction et ouvrir toujours le même niveau d'information aux contreparties les plus intéressées. Ensuite, un autre point, c'est de bien maîtriser sa valorisation, théorique en tout cas, et la structure de l'opération qu'on souhaite. Mais aussi ce qui est possible de faire par acquéreur. Bien maîtriser ce qu'un investisseur d'ailleurs ou un acquéreur est capable de faire en termes d'opération, en termes de montant upfront, d'earn-out, de gap, plein d'autres conditions qui font partie d'une LOI. Pour être capable d'être force de proposition sur certaines et aussi d'anticiper les négociations qu'on va vouloir faire et savoir ce qu'il est possible de négocier ou pas. Il faut aussi se dire que souvent il y a une asymétrie d'informations. On voit des investisseurs, des responsables M&A, et ils font plusieurs deals par an depuis une multitude d'années, alors qu'un dirigeant, peut-être ça va être une de ses seules opérations, et donc il faut vraiment compenser cette asymétrie d'informations, bien maîtriser ce qu'ils ont l'habitude de faire et quels sont les standards du marché pour être en bonne position après les réunions, une fois qu'on reçoit les LOI, pour les négocier. Voilà pour cette partie plus technique, donc je disais sur le M&A. Après ça, d'ailleurs, c'est la réception des LOI, des offres, à ce moment-là encore non engageantes. Et ça serait l'objet d'un autre podcast, comment négocier une offre de rachat ou une offre d'investissement pour en optimiser les conditions pour un dirigeant d'entreprise. Bon, pour finir, je vais rappeler tous les éléments que j'ai développés dans ce podcast, histoire de structurer davantage ces épisodes. Donc voilà, si je les reprends, le premier, c'était créer un storytelling clair et engageant.
Ensuite, utiliser des cas pratiques ou des anecdotes. Préparer pour être en mesure de présenter les axes de progression. Ensuite, ne pas être trop vendeur sur le potentiel de croissance pour laisser les contreparties le percevoir elles-mêmes. Encore dans la phase de préparation du pitch, c'est préparer une liste d'objections pour les anticiper. Préparer aussi un support léger avec peu de texte pour structurer l'échange au moment du pitch. S'il y a plusieurs dirigeants, chacun doit avoir un rôle précis et en particulier, un doit diriger la présentation et les autres intervenir plutôt comme des experts. Si c'est en visio, pensez aux aspects techniques. Je vais parler du micro, de la vidéo. Réaliser aussi des pitchs blancs avec sa banque d'affaires ou avec d'autres personnes qui sont proches de l'écosystème. Et toujours deux, un avec des personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui connaissent votre entreprise, et un avec des externes. Contactez ensuite les contreparties avec une stratégie d'approche. Gérer aussi la confidentialité et la transparence progressive. Préparer un calendrier et une lettre de processus à transmettre aux contreparties. Pensez à bien discuter avec la contrepartie avant chaque pitch pour savoir précisément pourquoi elle est intéressée et quel élément elle doit connaître pour confirmer son intérêt. Ça, c'est mon conseil, ça, c'est faire des rencontres en physique. Vraiment privilégier ce type de rendez-vous qui vont être plus qualitatifs et souvent amener à des échanges plus longs. Sur ces échanges, pensez à organiser les 3 premiers avec des contreparties plutôt tiers 2 pour prendre en compte la période d'ajustement et de progression. Après chaque présentation, faites une synthèse des feedbacks pour continuer à améliorer et intégrer les réponses aux questions récurrentes. D'ailleurs, préparez un fichier Q&A qui s'alimente avec chaque question des contreparties lors des pitchs, à transmettre ou non en fonction de votre stratégie. Préparez et envoyer le news flow. Donc là, c'est aussi le rôle de la banque d'affaires, de prendre en charge le temps de ces processus pour que les dirigeants puissent se concentrer sur leur activité et ainsi avoir des bonnes nouvelles au niveau opérationnel qu'on peut transmettre aux contreparties. Ayez une data room light prête à être ouverte en cas de confirmation d'intérêt des post-pitch. Ayez aussi en tête une valorisation, comment vous allez la défendre et une structure de transaction en fonction de chaque contrepartie et de leur capacité d'action. Et pour finir, toujours gérer le momentum pour montrer de la réactivité et en retour, inciter les contreparties à avancer rapidement dans le processus. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me donner du feedback ou justement encore une fois mettre une note sur des plateformes. Je serais très heureux d'avoir justement des retours sur les éléments que vous voulez que j'accentue dans les prochains épisodes. Voilà, en tout cas là, ça fait déjà plus longtemps que ce que j'ai l'habitude de faire, donc je vais passer outre l'anecdote cette fois, mais ça sera pour une prochaine fois. À bientôt et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de M&A Insider.